Moi, je suis quelqu'un qui est tombé dans le bâtiment par amour. L'amour du bois. J'ai très rapidement été obnubilé par la performance thermique de ce qu'on faisait. Pour arriver en 2000, où je me suis spécialisé dans l'isolation, dite à l'époque naturelle, parce que l'écologie, c'était un peu un gros mot, on ne savait pas ce que c'était. Hein. L'image, c'était... ils portent des catogans, ils ont des sabots avec de la paille dedans et ils descendent du Larzac. On a un besoin, c'est d'être dans le confort. On a une solution, on chauffe. Et à un moment donné, chauffer est devenu cher quand même, quoi. À partir de là, j'ai commencé à faire de l'analyse. Globalement, pour revenir à la base, donc les gens, enfin les vendeurs qui nous font une pub en disant vous pouvez économiser jusqu'à 30%, mais ils ne nous mentent pas. Mais le jusqu'à 30%, combien de gens vont économiser 30%? Et pourquoi vont-ils les économiser? Et quand ils les économisent, c'est parce qu'ils ont déjà fait beaucoup d'autres travaux, et donc c'est 30% de pas beaucoup de chauffage. Donc c'est pas beaucoup d'économie. Hein. Parce que 30%, comme ça semble beaucoup. Non, si 30% de zéro, c'est toujours zéro. Hein. Non, ça n'a... Eux font leur boulot. Nous remplissons, enfin, nous décidons, à un moment donné, de mener une action. Si on leur achète, c'est nous les responsables. Hein. Et si, par contre, au lieu d'acheter ça, on dit, je vais réfléchir et je vais aller vers une analyse préalable pour voir si c'est rentable. Prise en compte des taux d'humidité, de plein de choses. Hein. À ce moment-là, on va faire des choix qui vont être raisonnés. Peut-être qu'on la fera à l'ITE, mais on la fera si elle est pertinente. Si elle n'est pas pertinente, on ne la fera pas. On ira vers le choix qui convient. Et très honnêtement, je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas, des fois, quand j'en ai au téléphone, qui me disent « Vous vous rendez compte, vous me demandez 1 000 € pour venir, mais j'ai des gens qui viennent et qui gratuitement me disent « Je vais vous faire une ITE ». Bah oui, ok, c'est pas gratuit. Hein. Il va falloir payer l'ITE. Par contre, l'analyse, elle n'a pas été faite. Donc, non, faut un spécialiste qui vienne le faire. Et ce spécialiste, il faut qu'il soit formé. Nous en formons. Alors, on a peut-être l'immodestie de considérer que nous formons bien les gens. Peut-être. Bon. Ok. En tout cas, ce qui est certain, on a des retours. Hein. Et ces retours nous disent à quel point, effectivement, on a généré infiniment plus d'économies en évitant des travaux inutiles, ne serait-ce que ça. Et si on va plus loin en disant, en incitant à réaliser des travaux qui, s'ils n'avaient pas été faits, auraient permis à des pathologies de se développer, hein, eh bien, l'unanimité des gens nous disent, quand on a fait venir, donnons le nom qu'on a donné, nous, à ces spécialistes, un habitologue. Mais moi, j'ai un client qui, à un moment donné, m'a dit, tu sais, Claude, ne serait-ce que par le fait que j'avais un doute, j'avais un nuage au-dessus de la tête. Tu as pris le nuage, tu l'as mis à côté. Et maintenant, je sais que ce que je vais faire, j'ai plus de doute. Ne serait-ce que pour avoir une confirmation que notre idée était bonne. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, alors ça n'a pas de prix quand on est celui qui encaisse, c'est facile de le dire. Quand on est celui qui fait le chèque ou qui fait le virement, oui, ça a un prix. Mais ce prix, c'est le prix de la tranquillité d'esprit. Mais avoir une tranquillité d'esprit, précisément, c'est le top, quoi. Donc, oui. Et moi aussi, le point sur lequel j'insiste, et que l'ITE, enfin la pub m'a fait réaliser, c'est qu'il n'y a pas qu'une stratégie. Non. Et que la stratégie dépend de cette connaissance, cette compréhension des différents types de bâtiments, de comment ils fonctionnent, de l'environnement, du climat, des objectifs de l'occupant, de la manière dont il le vit, Absolument. de ses moyens.
parce qu'il y a ça aussi, Et de ses oui, capacités, on n'a pas des moyens illimités. ouais, de sa sensibilité par rapport au chaud, au froid, de son âge, de ce qui est malade et pas malade, est-ce qu'il y a des Oui. pathologies. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Ah mais c'est énorme, Mmh. c'est énorme. Et donc, oui, effectivement, les habitologues, notre formation qu'on a mise au point pour pouvoir proposer les services, parce que c'est parti d'où? En fait, moi, je suis quelqu'un qui est tombé dans le bâtiment par amour. Et l'amour du bois. Et j'ai construit des maisons à Saturbois. Ma première entreprise, je l'ai montée en 88. 1988, hein, c'était le siècle précédent. J'ai très rapidement été obnubilé par la performance thermique de ce qu'on faisait. Et petit à petit, je me suis spécialisé. Alors j'ai développé plein de choses. Enfin bref, on ne va pas faire le panégyrique de l'individu ici. Pour arriver en 2000, où je me suis spécialisé dans l'isolation. Dite à l'époque naturelle, parce que l'écologie, c'était un peu un gros mot, on ne savait pas ce que c'était. Hein. Et l'image, c'était, ils portent des catogans, ils ont des sabots avec de la paille dedans et ils descendent du Larzac. Donc c'est quand même pas si simple que ça. Et donc j'ai compris à un moment donné tout l'intérêt de l'analyse. Et pour s'imager un peu la chose, j'ai le souvenir dans les années 2002-2003 d'avoir dit à quelqu'un, à l'époque j'habitais à Thonon, en Haute-Savoie, il y avait un immeuble qui doit s'appeler toujours le Belvédère, qui est aux 4 vents, et on était probablement sur le port ou je ne sais pas où, d'où on voit bien cet immeuble, et je dis à cette personne avec qui j'étais, oh là là, ça doit pas être facile à gérer un immeuble comme celui-là, vu l'exposition aux 4 vents qu'il a. Et la personne me dit, ah non, non, je connais bien cet immeuble, il y a zéro problème, ils ont une grosse chaudière. Voilà, ça au début du 21e siècle, on était encore là. Il y a une grosse chaudière, donc on peut chauffer, on peut compenser. Et puis petit à petit, l'énergie, on a commencé à nous dire, ouais, mais vous comprenez, ça va devenir rare, oui, et en plus ça pollue, oui, et en plus, voilà, patin, couffin, on avait toutes les histoires, tout nous était raconté, très juste d'ailleurs, hein. Et donc il a fallu se dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire, hein. Et on est passé on a un besoin, c'est d'être dans le confort, on a une solution, on chauffe. Et à un moment donné, chauffer est devenu cher quand même, quoi. Et on nous a dit, ouais, mais attention, ça pollue, etc. Le climat va se dégrader. Et on a une évolution jusqu'à arriver, à un moment donné, il faut isoler. Parce qu'on était resté dans le paradigme que le confort est lié à la température. Et cette température, c'est une connerie, il n'y a pas de température de chauffage. Il y a des conditions générales de confort, mais la température de confort, elle est dépendante des individus et de toutes les autres situations qui sont prises en compte. Et donc, c'est non plus simplement une température qu'il faut s'intéresser, mais à un global. Et à partir de là, j'ai eu l'idée de me dire, il faut qu'on aille vers une analyse globale. Et cette analyse globale, oui, on l'a développée. À partir de là, j'ai commencé à faire de l'analyse. J'ai continué à faire de l'isolation. Je suis passé de l'isolation laine de verre, laine de roche, comme les autres, j'en ai mis. Je mettais de la laine de roche et pas de la laine de verre pour une raison simple, on me disait c'est plus performant. Ouais, avec du recul, je me rends compte que ça l'était probablement un tout petit peu plus. Mais ça ne change pas la face du monde de mettre de la laine de roche ou de mettre de la laine de verre. Bon, peu importe, j'ai mis de la laine minérale. Et un jour, j'ai eu une cliente qui m'a expliqué que c'était pas bien. Alors, je la fais brève. Cette dame travaillait dans la recherche fondamentale sur la dangerosité des isolants minéraux. Et donc, elle voulait construire une maison et elle m'a demandé ce que je mettais. Je lui ai dit que je mettais de la laine de roche et elle m'a dit j'en veux pas. La laine de verre, j'en veux pas. Polystyrène, j'en veux pas. Polyuréthane, j'en veux pas. Bon, moi j'avais fait le tour de ce que je connaissais à l'époque, hein. On était en 97 ou 98. 1997-1998. Donc du coup, je lui demande pourquoi. Et c'est là qu'elle me dit je suis chercheur fondamental sur, je ne sais plus dans quel organisme officiel, etc. Et donc, pour rappel quand même, 1997, c'est l'interdiction de l'amiante.
Hein. Jusque-là, on utilisait l'amiante en France. Hein. C'est quand même pas si vieux que ça qu'on ne l'utilise plus. Hein. Et risque de classement des laines de verre avec la même dangerosité potentielle que l'amiante. Hein. Et donc en 97, les fabricants de laines de verre ont pris peur. Je les comprends. Hein. Ils se sont dit, mon Dieu, si c'est risque cancérogène avéré, on est mal barré, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est à ce moment-là que on a mis beaucoup plus de bore dans le laitier qui nous servait à faire, qui sert toujours d'ailleurs, à faire, on fait passer par des filières, bon bref, on fait des fibres, on les organise, etc., on les colle ensemble, on fait ce qu'il faut pour fabriquer de la laine de verre. Mais grâce au bore, on a rendu cette laine de verre biodégradable quand elle est dans un milieu alcalin chaud. Et donc, si une laine de verre, pour rappeler quand même ce qui se passe, ce qui se serait passé, ou ce qui se passait avec l'amiante, c'est que on a des poumons qui sont constitués d'une somme d'alvéoles pulmonaires qui se gonflent et qui se dégonflent. Donc, voilà, on fait un mouvement. Et donc, quand j'inspire, je gonfle mon alvéole pulmonaire. Si j'ai une particule qui se balade dans l'air qui est très agressive, elle descend jusque dans l'alvéole et j'expulse, l'alvéole se referme. Mais si la paillette qui est entrée, à un moment donné, devient trop longue par rapport au resserrement de notre alvéole, elle va percer l'alvéole. Et si c'est en périphérie, elle va attaquer la plèvre. Parce que quand on dit on fait un cancer du poumon avec de l'amiante, non, on fait un cancer de la plèvre. Et donc, ça met 20-25 ans à se concrétiser le risque. Donc potentiellement, on ne voyait pas la chose se produire, quoi. Hein. Mais à un moment donné, quand ça a été mis en évidence, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas empêcher la laine de verre de se dégrader pour plein de raisons, hein, et d'être en suspension dans l'air. Ça peut se produire. Et donc, à ce moment-là, il faut absolument qu'elle soit biodégradable pour que, au lieu d'aller percer l'alvéole, elle se dissolve. Parce que quand je vais percer un peu, il va y avoir un peu de sang qui va venir. Mon sang, c'est un milieu alcalin chaud. Et à ce moment-là, ça dégrade ma paillette qui est dissoute. Parce que je dissous le bore. Et ce bore qui est là fait que la paillette n'a plus la résistance pour rester sous forme de paillette. Et donc, elle ne va plus agresser. Voilà ce qui a été fait en... Et le bore est éliminé ensuite par le corps. Ah non. Le bore, quand il est dans le corps, il y reste. Ah bon. C'est une mauvaise surprise. Mmh. Parce que rappelons quand même que le bore est un reprotoxique, etc. Et donc, il faut se prémunir du bore. Je le dis ouvertement en tant qu'ancien pratiquant, formateur de la mise en place et de la mise en œuvre de la ouate de cellulose. Dans la ouate de cellulose, on a 4,5% de bore. C'est pas un produit inoffensif, c'est un reprotoxique, on le sait. Et donc, par contre, ce qu'on sait très bien faire, c'est faire qu'il soit enfermé. Et il ne pose plus aucun problème. Parce que le bore, ce n'est pas un élément volatile qui va assez facilement migrer. Ce n'est pas une vapeur qui va... Non, c'est vraiment... Il faut l'inhaler. Il faut qu'il passe dans le sang pour venir nous infester. On maîtrise tout ça, à tel point que si à un moment donné, il y a eu polémique autour du bore, et à juste titre, il fallait se poser des questions, donc l'AQC, l'Agence Qualité et Construction, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, etc., il y a eu à un moment donné, je l'ai vécu de l'intérieur, c'était pas triste, hein, on a eu un jour une directive qui a dit tous les agréments donnée par le CSTB pour mettre en œuvre de la ouate de cellulose, attendu qu'elle contient du bore, on éteint tout. Ça n'est plus... Vous pouvez continuer à en mettre, mais c'est aux risques et périls de celui qui va l'acheter et il n'y a plus d'agrément. Votre marché, il s'écroule, hein, il s'écrase. Et jusqu'au moment où, effectivement, on s'est dit, mais attends, il n'y en a pas que là, du sel de bore. Il y en a aussi dans les laines minérales. Et c'est marrant, tout ce qui avait été interdit d'un coup, en une semaine, tout a été remis en place.
Hein. Donc, et aujourd'hui, vous pouvez mettre de la ouate de cellulose. Oui, elle contient du sel de bore. Oui, je le confirme. Mais comme la laine de verre. Beaucoup moins que la laine de verre, puisque la laine de verre, c'est plutôt entre 10 et 12%. Hein, donc, voire plus. Maintenant, on nous dit, oui, mais le bore n'est pas volatile dans la laine de verre. Il faut que la laine de verre entre, qu'elle se soit dissous, etc. Donc, il y a moins de risques. OK? Ben à ce moment-là, faisons pour qu'il n'y ait pas de risque avec la ouate de cellulose. Et la ouate de cellulose, on sait la maîtriser pour qu'il n'y ait pas de risque. C'est simplement mettre en œuvre conformément aux règles de l'art. Voilà. Les règles de l'art sont définies, elles sont dans les agréments, on sait ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Moi, j'ai été formateur, j'ai formé 300, 350, 400 personnes à mettre en œuvre de la ouate de cellulose, souffler dans les combles, insuffler sous pression dans des caissons fermés ou projeter humide à structure ouverte et après on refermait. On sait comment ça marche, on sait le maîtriser. Un risque, il est grave quand on ne sait pas le maîtriser. Quand on sait le maîtriser, il faut appliquer les consignes pour que ce soit maîtrisé. Point. Donc il faut se former. Donc je le dis aux gens, formez-vous. Voilà, ça c'est un autre message. Hein. Mais donc on sait faire. Et donc moi effectivement j'ai eu tout ce cheminement qui m'a amené petit à petit à me dire mais ce qu'on croit être simple, c'est vachement complexe. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à comprendre. Ça veut dire que il faut prendre en considération, et pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je vous invite à aller sur le site Le CREBA. C-R-E-B-A. C'est un organisme officiel très sérieux. J'aime beaucoup ces gens-là, je les ai fréquentés, je ne les fréquente pas assez, je n'ai pas assez de temps. Et ils ont la Wheeler... La roue du Créba. La roue du Créba, ou la roue du Créba. Et c'est quoi cette roue du Créba? Ça dit simplement... On y entre, c'est gratuit, je vous invite à le faire. On y entre une donnée, enfin les données de notre appartement ou de notre immeuble ou de notre maison, et ça nous dit où sont les faiblesses. Hein. Alors les faiblesses, on sait où elles sont, on sait j'ai pas assez de renouvellement d'air, j'ai des fuites de calories, j'ai trop d'humidité relative, j'ai de la moisissure, etc. Donc voilà, ces éléments-là, vous les pointerez, si vous les avez. Et là, d'un coup, ça va vous dire, ah, il faut corriger. Et quand on fait une correction, d'un coup, ça nous pointe vers tout ce que ça va avoir comme impact sur les autres éléments. Et là, d'un coup, je change mes menuiseries, parce que voilà, j'ai une fuite par mes menuiseries, je change mes menuiseries, je mets des menuiseries beaucoup plus étanches. Ça va dire renouvellement d'air. Et renouvellement d'air, ça va pointer entrée d'air dans les menuiseries, d'étalonnage sous les portes, donc un bon balayage et débit d'air. Et une fois que j'ai fait ça, ça va dire, oui mais attention, parce que là, à ce moment-là, il va falloir aussi aller voir sur le chauffage, aller voir sur l'étanchéité, etc. Et là, d'un coup, on est parti d'un point, ça nous en a pointé 4 ou 5, chacun de ces points, chaque fois que je le touche, il m'en repointe 4 ou 5 autres. Et là, d'un coup, on se dit, oh, mais comment je fais, quoi? Et donc, nous, pour former un habitologue, en moyenne, ça prend environ 6 mois de l'individu, à raison, il y consacre 5-10 heures par semaine. Et au bout de 6 mois, il a un savoir. Et on a le réseau des habitologues qui, lui, continue à se former en permanence. On a un forum où on a des échanges qui se font. Des échanges hein, sur des cas. Sur des cas. Et un tel qui est dans un secteur où il y a beaucoup de pisé, bah, il maîtrise bien le sujet du pisé parce que il est ou elle est opérateur ou opératrice dans ce secteur-là. Et d'un coup, par exemple, j'ai appris, moi, qui suis né en Normandie, qu'il y avait du pisé dans la Manche. Mais il y a quelques maisons en pisé, hyper rares. Et d'un coup, je suis, moi, habitologue dans la Manche, je rencontre une maison en pisé. Oh, mon Dieu, c'est une découverte, je ne savais même pas qu'il y avait du pisé dans la Manche. Hein. Et, ben, je vois des trucs, je ne comprends pas. Je lance un appel sur le réseau. J'ai un collègue qui est en Orisère, là-bas, 80% des maisons qui ont plus de 100 ans, c'est du pisé. Ah, eux, le pisé maîtrise, quoi.
Par contre, les pierres en granit de Bretagne, il ne maîtrise pas. Si à un moment donné, il a son beau-frère en Bretagne qui dit « Viens voir ma maison », ben, il sera content de faire appel à l'habitologue du coin. Donc voilà, c'est un réseau qui met en commun son savoir et qui, effectivement, chaque individu se fait payer pour aller faire l'analyse qu'on va lui commander, c'est normal. Toute peine mérite salaire. Tout travail mérite d'être payé. Et donc, ce réseau-là, eh bien, ce sont des gens que effectivement, on a formés, aguerris à qu'est-ce que le confort, qu'est-ce que des remontées capillaires, pour parler des grands points, qu'est-ce que d'une humidité relative trop élevée, quelle incidence des moisissures, pourquoi j'en ai dans telles conditions, comment les traiter, etc. Vraiment, ces gens-là sont des spécialistes qui ne vont pas vous vendre un système parce que ce n'est pas des gens qui sont spécialistes de l'isolation ou qui sont spécialistes du chauffage ou qui sont spécialistes de la pompe à chaleur, etc. Non, ils sont spécialistes de l'analyse globale et du fonctionnement global d'une maison et du comment je vais vers le confort. Et je ne comprends pas, vraiment, j'y reviens, je ne comprends pas qu'on puisse se dire je vais engager des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, qui vont avoir un impact certain sur ma maison, sur mon confort, sur la salubrité de mon bâti, etc., qui, ayant mis du polystyrène chez lui, se soucie de savoir pourquoi il y a des morts en France dans les incendies, pourquoi c'est la nuit qui meurt, et qu'en fait, si on les retrouve calcinés, on doit se satisfaire du fait qu'ils n'auront pas souffert. Parce que quand le polystyrène se dégrade sous l'effet de la chaleur, il émet des vapeurs toxiques qui font qu'avec 3 ou 4 inhalations, bah, on tombe en syncope. Donc après quelques inhalations de plus, on est asphyxié, on meurt, et après on va cramer, on va être calciné. Ok, c'est satisfaisant de savoir qu'ils n'ont pas souffert, quoi. Mais quand même, s'ils avaient eu de la laine de bois ou de la ouate de cellulose ou de la laine de lin ou de la laine de chanvre, ils n'auraient pas cet inconvénient-là. Et ils auraient eu le temps, parce que avant d'être asphyxiés par les gaz toxiques, ils auraient entendu l'incendie. Parce qu'un incendie, ça fait du bruit. Et qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est que je sois bien assuré et que tout se passe bien et que je meure sans souffrir? Ou est-ce que c'est important que je puisse prendre les quelques papiers encore accessibles et me carapater dehors, appeler les pompiers, qui de toute façon vont arriver, j'ai été pompier, hein. On arrive sur un incendie, si on n'est pas là dans les 3 minutes où il a pris, on va éteindre le feu. Mais la maison est morte. Mais par contre, je pleure en regardant ma maison brûler, mais je suis vivant. Et c'est ça qui est important. On est passé pour faire une comparaison, on est passé de une époque où on fabriquait des voitures hyper solides. On avait un châssis qui était 2 IPN, on en mettait 2 autres en travers, on soudait tout ça, et on pouvait avoir un accident, on rentrait à 60-70 à l'heure dans un mur, on reculait, et on pouvait revendre la voiture à quelqu'un qui la retapait, parce qu'elle n'était pas détruite. Mais par contre, les occupants, ils étaient morts. Et on a compris que la voiture, l'important, c'est pas de la sauver, c'est de sauver les gens qui sont dedans. Et aujourd'hui, au moindre choc à 40-50 à l'heure, la voiture est détruite. Mais l'habitacle est sauvegardé, on peut ouvrir, on peut sortir. Voilà, donc, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de morts sur les routes, hein, parce que malheureusement, au-delà de 100 à l'heure, ou même de 70-80 à l'heure, choc frontal, de toute façon, quoi qu'on ait pu faire, hein, à un moment donné, on a dépassé les limites des capacités de résistance au choc de l'individu qu'on est. Hein. Donc on a compris que l'important, c'est pas de sauver la bagnole, mais c'est de sauver les gens qui sont dedans. Eh bien les maisons, je suis désolé, mais on met un tas de plastique et de saloperies dedans pour notre plaisir, notre confort, parce qu'on les met, hein. On achète un canapé, il est fait avec de la mousse de polyuréthane. Si le canapé flambe, c'est pas mieux que le polystyrène des murs, hein. Ça va faire le même effet, hein.
Mais posons-nous quand même les bonnes questions, quoi. Et donc les bonnes questions, bah, c'est aussi l'habitologue qui va venir et qui va dire à un moment donné, vous avez des éléments qui peuvent être dangereux. Alors bon, après, est-ce qu'on va changer le canapé pour revenir avec voilà, ces vieux fauteuils là qui sont... si on ouvre dessous, il y a les ressorts, il y a de la bourre, il y a du machin, mais il n'y a pas de polystyrène, il n'y a pas de polyuréthane là-dedans. Bon, faut les aimer, hein. Ouais. Ça ne rend pas les mêmes services. Mais il faut être informé. Tout à fait. Il faut être informé. Et peut-être avoir l'opérateur qui va venir, qui va dire votre canapé présente un risque, je ne dis pas de le vendre, mais mettez un détecteur de vapeur ou de fumée. Ou, enfin c'est obligatoire d'ailleurs. Voilà, c'est obligatoire. Mais moi, j'en ai pas chez moi. Hein. T'en as mis chez toi? Oui. C'est bien, tu es un bon citoyen, tu auras droit à une médaille.